Bonjour, bienvenue pour la suite du cours Physique 2. Je suis le professeur Eduardo Mendes de l'Institut national polytechnique de Grenoble, en France. J'enseigne dans cet institut et plus particulièrement à l'ECISAR, une école située à Valence, l'automatique et l'électricité. Au cours de ce cours, nous aurons différents objectifs. Le premier objectif sera d'introduire les lois fondamentales de l'électrocinétique. Ce sera de maîtriser les méthodes d'analyse des circuits électriques, à savoir comment déterminer les courants et tensions dans les différents éléments d'un circuit électrique. Pour cela, nous présenterons différentes méthodes, différents théorèmes, afin de pouvoir analyser les circuits de base, principalement constitués de résistance, d'inductance et de condensateurs. Le plan du cours, plus précisément, sera le suivant. Tout d'abord, les notions de base que sont le courant électrique seront définies. Nous présenterons ensuite la loi d'Ohm, loi qui est à la base de l'électrocinétique. Nous aborderons ensuite les aspects d'énergie dissipée dans les conducteurs. Ensuite les notions de générateur et de récepteur. Nous présenterons ensuite un ensemble de méthodes d'analyse des circuits électriques. Viendra ensuite l'application de ces méthodes aux circuits de base que sont le circuit du premier ordre contenant des résistances condensateurs ou résistances inductances, et également aux circuits du second ordre de type RLC, résistance, inductance, condensateur. Enfin, nous terminerons ce cours par le régime sinusoïdal permanent où la notion d'impédance sera introduite. Au cours de cette première leçon, nous aborderons, comme indiqué précédemment, principalement les notions de courant électrique et présenterons la loi d'Ohm, base à toute étude. Le plan de la leçon sera le suivant. Tout d'abord, après une rapide introduction sur l'électrocinétique, nous présenterons les notions de courant électrique, de densité et d'intensité. Nous présenterons ensuite la loi d'Ohm et les notions de conductivité et de résistivité dans les matériaux qui y sont rattachés. Enfin, nous terminerons par des aspects de sécurité électrique. Une rapide introduction. En quoi consiste l'électrocinétique ? Eh bien, l'électrocinétique, c'est l'étude des circuits parcourus par des courants électriques, continus ou lentement variables au cours du temps, dans l'approximation des états quasi-stationnaires. Dans cette approximation, nous négligerons en effet le temps de propagation des ondes électromagnétiques dans les circuits. Différents régimes de fonctionnement seront abordés. Premier régime de fonctionnement, le fonctionnement dit stationnaire. Dans ce régime, les grandeurs seront indépendantes du temps. Un second régime sera le régime permanent, où les grandeurs seront continues ou constantes ou périodiques au cours du temps, ayant une période dite grand T. Dernier régime de fonctionnement que nous aborderons, le régime de fonctionnement dit transitoire, qui existe entre deux régimes précédents, à savoir les régimes stationnaires et ou permanents. Donc c'est un régime qui va exister entre deux états d'équilibre. Passons tout de suite à la présentation des notions de courant électrique, de densité de courant électrique et d'intensité de courant électrique. Tout d'abord, qu'est-ce que le courant électrique ? Eh bien, le courant électrique sera un mouvement ordonné des charges électriques.
Alors, ce mouvement, il peut être de différentes natures. Tout d'abord, il peut être de nature électronique. C'est le cas dans les conducteurs, dans les métaux plus particulièrement. Cela peut être une conduction par adhésion dans les électrolyses, où l'échange d'ions dans un bain entre deux métaux de différentes natures va exister. Il peut être également dans les semi-conducteurs par le mouvement de trous. Ces mouvements de trous seront abordés dans un cours prochain et nous ne rentrerons pas dans les détails ici. Comment va être créé ce courant électrique? Eh bien, tout d'abord, si nous disposons d'une différence de potentiel notée dans la suite dP, ou encore tension électrique, eh bien, il y aura existence d'un champ électrique noté grand E vectoriel. C'est une grandeur vectorielle qui possède une direction et un sens. Et on a vu dans un cours précédent la loi de Coulomb. Et à partir de cette loi de Coulomb, nous savons que toute particule de charge élémentaire Q subira alors une force notée ici grand F, qui sera dans la même direction que le champ électrique, mais qui pourra être dans le même sens si la charge est positive, ou qui sera dans un sens opposé si la charge est négative. Nous allons tout de suite définir le vecteur densité de courant à partir de cette notion élémentaire. Pour cela, nous allons considérer un volume infinitésimal, de forme ici cylindrique. Nous notons cette surface, la surface ds. À travers cette surface vont circuler des charges électriques à une certaine vitesse. Nous allons considérer que ce volume possède n charges libres, c'est-à-dire étant susceptible de se mouvoir sous l'action d'un champ électrique, n charges libres par unité de volume, ici un volume de dimension infinitésimale. Ces charges possèdent une valeur notée ici Q0 et sont supposées se déplacer à une vitesse uniforme, notée ici petit v. Donc, rentrant par cette surface ds et circulant au travers de ce volume infinitésimal. La longueur de ce volume pourrait être exprimée comme la quantité dl étant le produit entre la vitesse, la valeur de la vitesse par unité de temps. À partir de là, si nous cherchons à calculer, à déterminer le nombre, la charge traversant la surface infinitésimale ds par unité de temps, eh bien, nous pouvons écrire la relation suivante, à savoir que la quantité de charge dq, quantité de charge infinitésimale dq, qui va traverser la surface ds par unité de temps dt, sera donnée par cette relation qui rappelle ici le nombre de charges libres par unité de volume, la valeur effective de la charge et la vitesse de déplacement de ces charges à travers la surface élémentaire ds. À partir de là, nous pouvons définir une nouvelle quantité qui est le vecteur densité de courant, qui sera alors défini de la façon suivante. J, grandeur vectorielle, sera égal au produit nQ0V, et nous aurons donc par conséquent la quantité de charge qui traverse la surface ds par unité de temps donnée par le produit JDS, le produit scalaire JDS. À partir de là, nous pouvons définir la quantité intensité du courant électrique. Cette quantité va traduire la quantité de charges électriques qui vont traverser un conducteur ayant une certaine dimension, qui ne sera pas infinitésimale, qui vont traverser la surface sortante d'un conducteur. Si nous rappelons ici
le volume infinitésimal précédent, et que nous cherchons à calculer la quantité de charges qui vont traverser la surface, cette surface ici définie sur le conducteur, nous aurons la relation suivante. La quantité de charge totale qui circule à travers la surface, notée ici, grand S, au cours du temps dt, sera donnée par la somme de toutes les charges élémentaires qui traversent cette surface, ou encore, si nous remplaçons dq sur dt par l'expression que nous avons obtenue précédemment, à savoir dq sur dt égale le produit scalaire entre le vecteur densité de courant et la surface infinitésimale ds, nous obtenons une nouvelle quantité que nous nommons grand I, qui est l'intensité du courant électrique circulant à travers la surface grand S. L'unité de cette quantité est l'ampère. La quantité, excusez-moi, la quantité l'unité de cette quantité est l'ampère, et qui est donnée par un coulomb traversant une surface par seconde. Une propriété très importante du courant électrique est sa conservation. En effet, nous pouvons noter de manière mathématique cette conservation du courant électrique par divergence de J égale 0, ce qui va traduire cette conservation du courant électrique, à savoir que si nous prenons un conducteur par lequel rentre une certaine quantité d'électricité, notée ici dQ1 sur dt, ce conducteur ne peut pas stocker de charge, et la même quantité d'électricité sortira par la surface sortante de ce conducteur. Nous aurons donc la relation dQ1 sur dt égale dQ2 sur dt. La charge sortante est donc bien égale à la charge entrante, et nous pourrons donc écrire que l'intensité du courant entrant par le conducteur sera la même que l'intensité sortante par ce même conducteur. Si nous prenons un autre cas de figure, prenons un conducteur par lequel il va entrer un courant et qui va se diviser en deux portions. Nous pourrons, par la loi de conservation du courant électrique, montrer que la quantité de courant entrante dans le conducteur sera égale à la somme des charges électriques sortantes par les deux brins ici. Nous avons donc la relation suivante, à savoir que la quantité d'électricité qui va rentrer dans le conducteur, dQ1 sur dt, sera égale à la somme des quantités d'électricité sortantes, à la somme des charges sortantes. Donc nous pourrons écrire que le courant entrant dans ce conducteur ici sera égal à la somme des courants sortants par les deux brins de ce conducteur. Évidemment, lorsque les charges électriques circulent dans un conducteur, dans un matériau, elles subissent des forces de frottement. Ces forces de frottement sont de différentes natures. Elles sont principalement dues aux interactions entre les charges et le réseau par des chocs, et sont évidemment dues à ces mouvements, donc au fait qu'il y ait un courant électrique qui va circuler dans le conducteur. Si nous regardons l'intensité de ces forces de frottement, nous pouvons mettre en évidence que ces forces sont proportionnelles à la vitesse de ces charges. Et nous pouvons alors établir la relation suivante, sous certaines hypothèses simplificatrices,
à savoir que la force de frottement s'oppose, d'où le signe moins ici que nous voyons, la force de frottement s'oppose à la vitesse de déplacement de ces charges, avec un certain coefficient de proportionnalité petit a, coefficient qui sera ici positif. Excusez-moi. Si nous faisons l'hypothèse que la vitesse moyenne des charges est constante, lorsque le courant est constant, nous pouvons alors établir la relation suivante, qui est issue finalement du principe fondamental de la dynamique, que la force motrice de ces charges qui est due au champ électrique appliqué au conducteur, eh bien, s'équilibre avec les forces de frottement. Si nous considérons la relation précédente que nous avons établie pour ces forces de frottement, eh bien, nous pouvons arriver à la relation suivante, à savoir que la vitesse va dépendre à la fois de la valeur de la charge électrique déplacée, du champ électrique appliqué au conducteur et d'un certain coefficient de proportionnalité petit a qui va dépendre du matériau. Nous voyons que la vitesse de ces charges et le champ électrique grand E sont colinéaires, à savoir dans la même direction, mais qui peuvent être de sens opposés si la charge est de valeur négative. À partir de là, nous pouvons établir la loi d'Ohm, qui sera fondamentale dans la suite pour l'étude des circuits électriques. Cette loi d'Ohm peut être vue d'un point de vue local et d'un point de vue, je dirais, plus global, de manière plus macroscopique. Nous commencerons par définir cette loi d'un point de vue local, au niveau des charges et de dimensions infinitésimales des matériaux. Avec la relation que nous avons obtenue précédemment, à savoir que la vitesse de déplacement des charges est proportionnelle à la valeur de la charge, au champ électrique et à un certain coefficient de proportionnalité petit a qui dépend du matériau, eh bien, et en nous rappelant que le vecteur densité de courant électrique et la vitesse sont également liés par cette relation, qui, je le rappelle, lie le nombre de charges libres par unité de volume et la valeur de cette charge et vitesse au vecteur densité de courant électrique. Il vient alors directement ce qu'on appellera la loi d'Ohm locale, à savoir que la densité de courant électrique est reliée au champ électrique par un certain coefficient de proportionnalité ici noté sigma, avec, on le voit ici, sigma qui va bien entendu dépendre du matériau. Sigma, comment s'appelle ce paramètre? C'est ce qu'on appellera la conductivité électrique qui va s'exprimer en ohm mètre moins 1. On définit également ce qu'on appelle la résistivité du matériau, qui sera l'inverse de la conductivité et qui va s'exprimer en ohm mètre. À partir de là, nous pouvons regarder un peu, pour certains types de matériaux, quelle est leur conductivité et résistivité. Dans ce tableau, nous voyons dans la première colonne différents types de matériaux, l'argent, le cuivre, le fer, le verre. Et nous avons reporté ici la conductivité et la résistivité de ces matériaux à une température de 20 degrés Celsius. Eh bien, nous pouvons déjà classer ces matériaux par grande famille. Une première famille qu'on appellera les matériaux conducteurs, qui ont une très grande conductivité, puisque cette conductivité est de l'ordre de 10 puissance 7
O-1, mètre-1, ou encore une très faible résistivité, puisqu'elle est de l'ordre de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 8 ohms mètre. Un autre type de matériaux sont les matériaux dits isolants, comme le verre. En effet, ce matériau, comparé au conducteur, possède une conductivité très très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 12, et ainsi une résistivité très grande, de l'ordre de 10 puissance plus 12 ohms mètre. Nous voyons qu'entre un matériau de type conducteur et un matériau de type isolant, nous avons un ordre de grandeur de l'ordre de 10 puissance 20, que ce soit par exemple pour la résistivité. Un autre type notable de matériaux sont les matériaux dits semi-conducteurs, comme le silicium, qui possèdent, on va dire, une conductivité ou une résistivité intermédiaire entre les conducteurs et les isolants. Nous avons indiqué au début que ce tableau était défini pour une température de 20 degrés Celsius. En effet, les matériaux voient leur résistivité et leur conductivité évoluer en fonction de différentes conditions. Si nous regardons la résistivité, eh bien la résistivité varie avec l'état physique du matériau. En effet, nous avons indiqué que les valeurs de résistivité, de conductivité à 20 degrés Celsius, eh bien, si nous regardons ça de plus près, nous voyons que la résistivité, par exemple, va dépendre de la température du matériau avec un facteur proportionnel, ici noté alpha. À mesure que la température va augmenter, la résistivité du matériau pourra changer. De la même façon, la résistivité du matériau changera en présence d'un champ magnétique. C'est ce que nous appellerons le phénomène de magnétorésistance, qui est par exemple utilisé, pour capter des champs magnétiques, par exemple dans les disques durs d'ordinateur ou dans les éléments de stockage d'informations à très petite échelle. Un autre effet qui amène la résistivité à évoluer, c'est l'éclairement et ce qu'on appellera la photorésistance. Enfin, la résistivité des matériaux peuvent également évoluer avec une plus ou moins grande importance lorsqu'ils subissent une pression mécanique. Et on utilise cette caractéristique des matériaux pour fabriquer ce qu'on appelle des jauges de contrainte, pour mesurer des efforts mécaniques sur certaines pièces. Nous avons établi la loi d'Ohm locale. Nous pouvons, et donc nous avons, établi la notion de conductivité et de résistivité. Nous pouvons étendre cette notion à des matériaux de dimension plus grande, et nous arrivons alors à la notion de résistance. En effet, si nous considérons un conducteur de longueur petit l égale x2 moins x1, ce conducteur est délimité par deux surfaces, une surface S1 au potentiel V1, une surface S2 au potentiel V2. Eh bien, nous avons, à partir des relations que nous avons établies précédemment, que la différence de potentiel entre ces deux surfaces, V1 moins V2, qui est reliée au champ électrique E par cette relation. Et si nous considérons, puisque nous pouvons considérer ici que le champ électrique et l'élément de longueur dl sont colinéaires, nous pouvons ôter la notation vectorielle et ne considérer que les amplitudes de ces vecteurs. Et en remplaçant le vecteur quantité, le vecteur champ électrique par son expression en fonction de la densité de courant et de la conductivité électrique, eh bien, si nous considérons maintenant un tube de courant de longueur également petit l, parcouru par un courant d'intensité petit di, eh bien, nous avons l'expression suivante, où nous avons remplacé le vecteur densité de courant dans l'expression précédente par son expression
en fonction de DI, le courant qui parcourt ce tube de courant au travers de la surface infinitésimale petit ds. Étant donné que nous considérons que ce courant est constant tout au long de ce tube, par conservation de la quantité d'électricité et par définition même d'un tube de courant, eh bien nous pouvons le sortir du signe intégral. Et cette intégrale, qui ne dépend que du matériau, à savoir de sa conductivité et de ses dimensions, ici, nous donne ce qu'on appellera la résistance élémentaire du tube de courant parcouru par un courant DI et soumis à la différence de potentiel V1 moins V2. Donc, nous venons d'établir qu'une relation entre la différence de potentiel à chaque bout de ce tube de courant et la valeur de la résistance et le courant I. Donc nous avons vu donc cette différence de potentiel et le courant qui parcourt ce tube de courant sont reliés par la résistance élémentaire petit r. Eh bien, si nous sommons l'ensemble des lignes de courant qui parcourent ce conducteur, eh bien, nous pouvons établir que le courant grand I, qui parcourt au total la surface S1 ou S2 qui sort par les surfaces S1 ou S2 de ce conducteur, ce courant est relié à la différence de potentiel V1 moins V2 par la résistance grand R, ce qu'on appellera une résistance. Donc si nous récapitulons, eh bien, l'inverse de cette résistance sera donné par l'inverse des résistances, par l'inverse de la somme, non, par la somme de l'inverse des résistances de chaque tube de courant. Ceci donc se nomme une résistance et porte comme unité l'ohm, ou encore qui sera noté de manière abrégée en grand oméga. Nous pouvons donc maintenant montrer la loi d'Ohm qui n'est ni plus ni moins que la relation qui va relier la différence de potentiel aux bornes de ce conducteur au courant qui le traverse. Notez ici grand R qui n'est rien d'autre que la résistance dite ohmique. Nous allons prendre maintenant un exemple de calcul. Nous allons faire maintenant un exemple de calcul de résistance. Pour cela, nous allons calculer la résistance d'un conducteur de type cylindrique. Ce conducteur possède un diamètre uniforme de 1 mm, ce qui nous amène à une surface de 7,85 10 puissance moins 7 mètres carrés. Nous considérons un conducteur de longueur égale à 1 mètre. Et à partir de ce qui a été établi précédemment, nous pouvons tout d'abord établir que la différence de potentiel aux bornes du conducteur est reliée au champ électrique E et à la longueur du conducteur, ici noté petit l. Et par la loi d'Ohm locale, que le courant grand I est relié également au champ électrique par la conductivité et la surface du conducteur, par lequel le courant circule. À partir de là, nous pouvons calculer la résistance du conducteur donnée par le rapport V1 moins V2, ici EL, sur grand I, donné par sigma ES. Donc en utilisant ici directement la loi d'Ohm. Et nous obtenons la célèbre formule qui nous dit que la résistance d'un conducteur cylindrique de diamètre uniforme est donnée par ρL sur S, où ρ est la résistivité du conducteur. Donc L, je le rappelle, est la longueur, et S, la surface par laquelle le courant circule. Nous avons, dans le cas du cuivre, à une température de 20 degrés Celsius, une résistance de 21,6 milliohms.
ou encore 0,02 116 ohms. Nous passons maintenant à la présentation de différents types de résistances, à savoir que la résistance ohmique a une caractéristique de tension de type linéaire. En effet, si nous regardons la relation qui lie la différence de potentiel aux bornes du matériau et le courant qui le traverse, eh bien, nous avons bien une relation de linéarité donnée par la résistance. Si nous représentons ça graphiquement, eh bien, si nous portons en abscisse l'intensité du courant et en ordonnée la différence de potentiel aux bornes de la résistance, eh bien, nous avons ici bien une droite de pente grand R. D'autres systèmes possèdent différents types de résistances, en particulier des résistances non linéaires. Par exemple, une jonction PN dans un semi-conducteur, ou encore une diode tunnel, où on voit ici que la caractéristique est bien non linéaire, puisque dans le cas de la jonction PN, cette caractéristique est de type exponentiel, et dans le cas de la diode tunnel, elle démarre de manière exponentielle pour rediminuer ensuite, pour réaugmenter. Ainsi, nous définirons deux types de résistance, à savoir la résistance statique, qui sera le rapport U sur I, tel qu'il a été défini précédemment, ou encore la résistance ohmique. Et nous définirons également ce qu'on appellera la résistance dynamique du matériau, qui sera donnée par le rapport de la variation de la tension aux bornes de la résistance par rapport à la variation du courant. Par exemple, dans le cas de la diode tunnel, nous voyons qu'ici nous avons une résistance dynamique positive, alors que là, elle sera négative, puisque lorsque la tension augmente, nous avons un courant qui va diminuer. Donc nous avons vu deux types de résistance, de notions de résistance. La notion de résistance statique, rapport U sur I, à résistance dynamique, qui est la variation de tension par rapport à la variation de courant. Nous passons maintenant à la notion de circuit électrique, qui est une notion extrêmement importante. Et allons tout d'abord aborder la notion de courant d'égalisation de potentiel. En effet, considérons un système mis au potentiel VA et un système mis au potentiel VB. Il ne peut pas y avoir de courant électrique dans ce système puisque nous avons ici un interrupteur ouvert. Donc le circuit n'est pas fermé. C'est ce que nous venons de dire. Le courant est donc nul car l'interrupteur est ouvert. Maintenant, si à l'instant initial, nous fermons, à l'instant initial à t égale 0, nous fermons ce conducteur, eh bien, pour les instants positifs, nous aurons un courant qui va circuler du système A vers le système B, puisque nous avions le potentiel VA qui était supérieur au potentiel VB. Et nous allons avoir une égalisation des potentiels, à savoir une diminution du potentiel VA et une augmentation du potentiel VB. Et si nous enregistrons le courant au cours du temps, eh bien, nous pouvons voir que lorsque le temps tend vers l'infini, au bout d'un certain temps, eh bien, le courant va tendre vers 0, car les potentiels VA et VB auront tendance à s'égaliser. De la même façon, si nous représentons ça de manière graphique, eh bien, nous aurons un courant important lorsque la différence de potentiel est importante, puis lorsque les deux potentiels auront tendance à s'égaliser, eh bien, le courant tend progressivement vers 0, comme le montre ici cette figure. Par conséquent, nous pouvons dire que ceci ne constitue pas un circuit électrique, puisqu'il n'y a pas de boucle fermée. Il ne pourrait y avoir de courant que pendant un certain temps, malgré qu'au départ, il y ait une certaine différence de potentiel. Il n'y a pas ici de boucle fermée. Il ne peut y avoir qu'un échange transitoire de charge entre le système A et le système B, mais pas de retour.
Ceci nous amène tout naturellement à la notion de circuit électrique, qui en particulier est fortement liée à la notion de boucle fermée, de manière à ce qu'il puisse y avoir une circulation des charges. Par exemple, si on considère le circuit suivant, nous avons, pardon, excusez-moi, nous avons un système A, enfin un circuit A, un circuit B qui peuvent conduire le courant électrique. Eh bien, il pourrait y avoir une conduction de courant électrique dans ce système, dans ce circuit, si l'interrupteur K est fermé et si le générateur électrique ici crée une différence de potentiel VA moins VB non nulle. Donc si le générateur crée une différence de potentiel VA moins VB non nulle et que l'interrupteur est fermé, il pourrait y avoir un courant dans ce circuit. Une condition supplémentaire pour qu'il puisse y avoir une conduction électrique est bien entendu que le circuit par lequel va circuler ce courant ait une conductivité non nulle, qu'il puisse effectivement conduire le courant électrique. Donc il faut que ce soit un matériau qui ait une conductivité non nulle. D'autre part, comme nous l'avons indiqué, si l'interrupteur est ouvert, à ce moment-là, on pourrait assimiler ça à une conductivité nulle, eh bien, il ne pourra pas y avoir de courant électrique dans ce circuit. Donc voilà les conditions nécessaires pour qu'il puisse y avoir circulation d'un courant électrique. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une boucle fermée, un circuit fermé, de conductivité non nulle, et que de plus, ce circuit électrique, possède un générateur, au moins un générateur, créant une différence de potentiel dans le circuit. Nous passons maintenant, pour conclure cette leçon, nous passons maintenant à un aspect très important dans les circuits électriques, qui est la sécurité électrique. On est en effet amené à mettre en œuvre des systèmes réels, et la sécurité des personnes est quelque chose d'extrêmement important. En effet, l'électricité peut causer des dommages très importants aux personnes. En allant du dommage le moins grave jusqu'au dommage le plus grave, nous pouvons citer la brûlure des tissus, le blocage des muscles et donc venir à paralyser une personne, jusqu'à la fibrillation du cœur qui peut entraîner donc, la mort d'une personne. En ce qui concerne par quoi sont causés ces effets? Ces effets sont causés par la circulation du courant. C'est le courant qui va traverser le corps humain qui va pouvoir effectuer des dommages. Si nous regardons la résistance du corps humain, eh bien, en fonction des conditions d'humidité, cette résistance peut varier entre 1 kOhm et 1 million de ohms, ou encore 1 mégohm. 1 kOhm étant, je le précise, 1000 ohms. À partir de là, suivant les conditions et suivant les différences de potentiel auxquelles seront soumises les personnes, eh bien, il pourrait y avoir un courant plus ou moins important. Le tableau suivant présente ici les effets en fonction du type de courant et pour des hommes et des femmes. En effet, nous avons ici une colonne avec les effets, seuil de perception. À partir de quel seuil est-ce qu'on va percevoir effectivement un courant électrique? Nous voyons que c'est pour des courants extrêmement faibles, puisqu'il s'agit ici de 5 mA, 1 mA par exemple, c'est-à-dire 5 millièmes d'ampère. À partir de quelle intensité
on va sentir une certaine gêne, une certaine douleur, mais sans causer de dommages. Nous avons ici les valeurs. Et à partir de quelles valeurs ces intensités constituent un seuil très dangereux. Alors, nous avons ici donné 3 types de courants, à savoir du courant continu, c'est-à-dire du courant constant dans un même sens, du courant alternatif, c'est-à-dire qu'il va aller une fois dans un sens, une fois dans un autre sens, avec un changement de 60 changements par seconde, et ici un courant qui va être alternatif, qui va aller dans un sens puis dans l'autre sens, donc il va changer de signe, ici 10 000 fois par seconde. Nous voyons que ces seuils changent, mais ne changent pas de manière très importante. Comment une personne peut-elle s'électrocuter? Eh bien, c'est par contact avec une différence de potentiel par rapport à elle-même qui va être importante. Néanmoins, il faut qu'il puisse y avoir un chemin électrique et qu'il puisse y avoir, comme on l'a dit précédemment, un circuit électrique. Donc, par exemple, si nous regardons sur ce schéma, nous voyons ici un générateur qui va délivrer une haute tension. Eh bien, nous voyons par exemple que cet oiseau qui sera à un potentiel électrique très élevé ne sera pas électrocuté puisqu'il ne va pas constituer de circuit électrique. Par contre, ce générateur haute tension est relié ici à la Terre et quelqu'un qui irait toucher la partie, le fil, ce qu'on appelle aussi le fil chaud, le conducteur à haute tension, serait électrocuté puisqu'il pourrait y avoir un chemin par la Terre, un chemin où le courant circulerait de la Terre par le générateur, puis par le bras, ensuite les jambes et la Terre. Donc là, il y a un risque important d'électrocution. Par contre, cette personne ici qui est à la Terre et qui touche des deux côtés à la Terre a la même différence de potentiel au niveau de tous ses membres, ne sera pas électrocutée. Ainsi se termine cette première leçon d'électrocinétique du cours de physique 2. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Au revoir.